Bonjour, je m'appelle Renée Cartier, j'ai 27 ans. Je suis infirmière dans un hôpital public en périphérie des Vosges, là où d'infinies forêts de sapins s'étendent et où la brume matinale s'accroche aux routes sinueuses comme un voile délicat. Ici, le temps semble ralentir et la vie possède le charme paisible d'une peinture pastorale. Mais sous cette tranquillité, je sais qu'il y a des histoires bien plus complexes. Je vis dans un petit appartement, juste assez grand pour un lit, une table en bois usé et quelques photos de famille accrochées au mur. Mais si vous me demandez ce que signifie la famille, je ne parlerai pas de ceux qui partagent mon sang. Pour moi, la famille, c'est ma grand-mère, Thérèse W. Martel, qui m'a élevée après que j'ai perdu mon père et ma mère dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans. Mon père, Émile Martel, était le fils cadet de Thérèse, celui dont elle disait toujours qu'il avait le plus beau sourire de la maison. Je ne me souviens pas beaucoup de lui, seulement de vagues fragments de mémoire. Le parfum discret de ma mère, ses doux fredonnements chaque soir et son étreinte chaleureuse avant que je n'aille me coucher. Ma mère, ingénieure en bâtiment, était aussi une personne que ma grand-mère chérissait, pas seulement comme belle-fille, mais comme quelqu'un toujours prêt à débattre avec elle de plans techniques. Mais tout cela a disparu une nuit pluvieuse, lorsque leur voiture a dérapé sur l'autoroute menant à la ville. J'étais trop jeune pour saisir pleinement la douleur de la perte, sachant seulement que mon monde s'était effondré et que j'étais devenue une orpheline, perdue au milieu de regards apitoyés. Ma grand-mère m'a recueillie. Thérèse W. Martel, une ancienne ingénieure de recherche qui avait travaillé pour la Direction générale de l'armement, DGA, avait des cheveux blancs comme neige et des yeux perçants qui recelaient un trésor de connaissances. Elle vivait seule dans une vieille maison en bois au bout d'un chemin, entourée de sapins immenses et d'un ruisseau chantant. Cette maison, d'une valeur de près de 2 millions d'euros en raison de son vaste terrain, ne l'intéressait pas. Renée, la vraie valeur ne réside pas dans la terre, disait-elle de sa voix chaude et posée, mais dans ce que nous laissons au monde. J'ai grandi dans cette maison sous sa garde. Elle n'était pas seulement ma grand-mère, mais aussi mon mentor, mon ami, et parfois, mon monde entier. Elle m'a appris à tenir une clé à molette, à réparer une radio et à être patiente avec les choses qui semblaient irréparables. La vie est comme une machine, Renée, disait-elle en tenant une petite vis, ses yeux pétillants. Trouve la bonne pièce, et tout se met en place. Les après-midi dans son petit atelier au fond du jardin, entouré d'outils et de câbles, sont mes plus chers souvenirs. Elle parlait de ses années à la DGA, des inventions dont elle rêvait, et je restais assise là, buvant chacune de ses paroles, même si je ne comprenais pas toujours tout. Mon lien avec elle n'était pas seulement familial. C'était une connexion profonde, forgée au cours des années où j'avais le plus besoin d'elle. Quand je suis allée à l'université, puis quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital, j'ai pris l'habitude de lui rendre visite chaque semaine. Peu importait à quel point mes gardes de nuit étaient épuisantes ou que l'odeur d'antiseptique s'accrochait à ma blouse, je prenais ces routes sinueuses pour la voir. Assise avec elle, à écouter ses histoires ou à préparer le café dans sa vieille cuisine, je me sentais comme si je rentrais à la maison, un refuge où je n'avais pas à cacher ma douleur ou ma fatigue. Mais la famille de ma grand-mère, mes oncles et ma tante, c'est une autre histoire. Elle avait 4 enfants, mon père Émile, qui est décédé, et les autres, David, Linda et Zacharie. C'étaient ses enfants biologiques, mais pour moi, ils étaient aussi distants que des étrangers. Je ne comprends pas pourquoi ils étaient si différents d'elle, comme si leur cœur appartenait à un monde plus froid où l'argent et l'intérêt personnel primaient sur les liens familiaux. David, l'aîné, est un promoteur immobilier à Strasbourg. Il se présentait toujours en costume cher, une montre tape à accent grave-l'œil brillant à son poignet, mais ses yeux étaient froids comme la pierre. Je me souviens d'une fois où il est venu à la maison avec une pile de papier, essayant de convaincre mamie de vendre la propriété pour l'un de ses projets. « Tu es vieille, maman. À quoi bon garder cette maison ?» dit-il, d'une voix plate mais calculatrice. Mamie secoua simplement la tête, un sourire triste sur le visage. « David, tu ne comprends pas. C'est plus qu'une simple maison. » Je suis restée là à regarder David froncer les sourcils, et j'ai su qu'il ne saisirait jamais le dévouement de ma grand-mère. Linda, la deuxième, travaille dans un cabinet d'avocats, toujours occupée par des réunions et des voyages d'affaires. Elle rendait rarement visite à mamie, se contentant d'appeler de temps en temps pour poser des questions de pure forme avant de raccrocher. Une fois, elle est venue à la maison avec une bouteille de vin cher, comme pour compenser son absence, mais elle n'est restée que 10 minutes avant de partir sous un prétexte. J'ai vu mamie la regarder s'éloigner, une tristesse fugace dans les yeux, mais elle n'a rien dit. Je savais qu'elle était blessée, mais elle ne le montrait jamais. Zacharie, le plus jeune, était encore pire. À près de 40 ans, il n'avait que des plaintes et des rêves de richesse rapide.
Chaque fois qu'il venait, il posait des questions sur la maison, sur la succession. « Qu'est-ce que tu nous laisses, maman ?» demandait-il, à moitié en plaisantant, mais avec une lueur avide dans les yeux. J'ai vu le regard de mamie s'assombrir de déception. « Zacharie est juste perdu », m'a-t-elle dit après une de ses visites. « Il trouvera son chemin un jour. » Mais je n'en étais pas si sûre. Pour moi, Zacharie, comme David et Linda, semblait ne voir mamie que comme une source de richesse, pas comme la mère qui avait sacrifié sa vie pour eux. J'étais différente. Je n'étais que sa petite fille. Mais j'ai toujours senti que je lui appartenais plus que quiconque. Dès l'université, je me suis efforcée d'être indépendante, ne voulant pas dépendre d'elle. J'ai pris des petits boulots, obtenu des bourses, et plus tard, j'ai enchaîné les longues gardes à l'hôpital juste pour voler de mes propres ailes. Mais peu importe à quel point j'étais occupée, je n'ai jamais oublié de lui rendre visite. Chaque fois que j'entrais dans cette maison, l'odeur du vieux bois et de son café infusé me faisait sentir chez moi. Je me souviens d'un après-midi d'automne où les feuilles dorées recouvraient le jardin. Mamie m'a appelée à l'atelier, tenant une esquisse avec son écriture tremblante mais sincère, pointant vers un étrange appareil sur la table. « C'est un capteur de détection de chute », dit-elle, la voix pleine d'une excitation enfantine. « Il sauvera les personnes âgées, René. Un jour, il en sauvera des milliers. » Je ne comprenais pas tout, mais j'ai hoché la tête, souri et l'ai aidé à polir une pièce de métal. À l'époque, je pensais qu'elle ne faisait que rêver, comme souvent. Je ne savais pas que ce rêve changerait tout. Ces jours passèrent paisiblement, mais j'avais toujours un sentiment de malaise, comme si une tempête s'approchait en silence. Mamie s'affaiblissait, ses pas plus lents, sa voix tremblant parfois. J'ai essayé de la convaincre de voir un médecin, mais elle a simplement balayé mes inquiétudes d'un geste de la main. « Je vais bien, René. J'ai encore du travail à faire. » Je ne savais pas alors qu'elle gardait un secret que moi, sa petite fille, j'étais la seule avec qui elle voulait le partager. Un mardi matin, la tempête que je redoutais dans mon cœur a finalement éclaté. Ce jour-là, alors que le brouillard enveloppait encore la route menant à l'hôpital, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai froncé les sourcils, hésitante, mais un pressentiment m'a poussée à répondre. Une voix de femme retentit, tremblante et urgente. « René, c'est Thérèse. Elle est tombée chez elle. Venez vite. » C'était Clara, sa voisine. Mon cœur a semblé s'arrêter. J'ai jeté ma blouse dans mon casier, sans même prendre la peine de prévenir mon chef de service, et j'ai couru à ma voiture. La route jusqu'à sa maison ne m'avait jamais paru aussi longue. Les sapins défilaient flous par ma fenêtre comme des ombres fantomatiques, et je ne pouvais que me répéter « Mamie ira bien. Il faut qu'elle aille bien. » Mais quand je suis arrivée, la scène qui s'offrait à moi m'a glacée sur place. La porte d'entrée de sa maison était grande ouverte. Clara se tenait là, le visage pâle, serrant son téléphone. À l'intérieur, mamie gisait immobile sur le sol du salon, à côté du vieux fauteuil où elle aimait en s'asseoir. Son visage était cendré, ses lèvres bleuies, et ses yeux étaient fermés comme si elle était perdue dans un profond sommeil. Je me suis agenouillée à côté d'elle, vérifiant son pouls, mais il était si faible qu'il était à peine perceptible. « Mamie, réveille-toi » ai-je murmuré, mes mains tremblant en touchant sa poitrine. Aucune réponse. L'ambulance est arrivée quelques minutes plus tard, mais chaque seconde s'étirait comme un siècle. Je me suis assise à côté d'elle dans l'ambulance, lui tenant la main, froide et fragile comme une feuille séchée. Les ambulanciers travaillaient avec frénésie, mais leur regard échangé ne contenait aucune promesse. « AVC », a dit l'un d'eux, d'une voix neutre. « État critique. On va faire de notre mieux. » À l'hôpital, ils l'ont emmené directement en soins intensifs. Je suis restée dans le couloir, regardant à travers la porte vitrée où les machines luttaient pour la maintenir en vie. Le docteur Marchand, le chef de service avec qui je travaillais depuis 3 ans, a posé une main sur mon épaule. « René, elle est en défaillance multiviscérale aiguë. Ses chances de survie sont inférieures à 10%. Vous devez vous préparer. » J'ai hoché la tête, mais mon esprit hurlait une seule pensée. Non, ma grand-mère ne peut pas me quitter comme ça. L'hôpital exigeait qu'un membre de la famille signe les formulaires de prise en charge financière, une procédure froide et obligatoire. J'ai sorti mon téléphone et appelé David, Linda et Zacharie. « Oncle, tante, mamie est dans un état critique », ai-je dit, la voix étranglée. « S'il vous plaît, venez maintenant. » David a répondu sèchement. « Je suis en réunion. Je viendrai quand ce sera fini. » Linda a dit. « Je suis en déplacement.
Je peux prendre un vol demain. Zacharie a juste marmonné. Ouais, je verrai. J'ai raccroché, sentant que le monde me tournait le dos, et à elle aussi. Ils sont venus, mais pas par amour. David est arrivé le premier, toujours dans son costume impeccable, mais ses yeux n'étaient pas tournés vers les soins intensifs. Il se tenait dans un coin du couloir, faisant défiler son téléphone comme si l'agonie de sa mère n'était qu'un contretemps. Linda est arrivée le lendemain matin avec un bouquet de fleurs bon marché, mais elle est restée devant la porte, trop effrayée pour entrer. Zacharie est arrivé en dernier, les cheveux en désordre, portant un t-shirt froissé, et la première chose qu'il m'a dite fut « Elle est réveillée ? Elle a parlé d'un testament ?» Je l'ai dévisagé, le cœur serré. C'étaient ses enfants, mes oncles et ma tante. Mais comment pouvait-il être si cruel ? Quand le médecin a demandé que quelqu'un signe les formulaires de prise en charge financière, David a croisé les bras et secoué la tête. Elle est vieille, René. Prolonger, ça ne fait que coûter de l'argent. Je ne signe pas. Linda a acquiescé, sa voix douce mais froide. Si maman se réveille, on verra. Pour l'instant, laissons-la partir en paix. Zacharie a eu un rire creux. Je n'ai pas l'argent pour signer. Je suis resté là, abasourdi, comme si on m'avait giflé. Ils étaient ma famille, partageant le même sang, mais ils étaient prêts à l'abandonner, leur mère, notre grand-mère, pour de l'argent. Mamie, que dis-tu ? Je suis là, ai-je appelé, mais ses yeux se sont refermés, et elle a sombré plus profondément dans le coma. J'ai serré le carnet, fixant les mots griffonnés, R5 Alpha 9Z. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Un code, un message, ou juste les divagations d'une femme mourante ? Je ne savais pas, mais un frisson m'a parcouru, comme si elle venait de me donner la dernière pièce d'un puzzle. J'ai rangé le carnet, le cœur lourd mais traversé d'une étincelle d'espoir. C'était la dernière chose qu'elle m'avait donnée, à moi, la petite fille en qui elle avait confiance, et je me suis juré d'en trouver le sens. Les jours suivants, je suis resté à ses côtés, bien que mon corps soit au bord de l'effondrement. Je somnolais sur la chaise près de son lit, mangeais des nouilles instantanées dans la salle de pause et essayais de ne pas penser aux factures d'hôpital qui s'accumulaient. David, Linda et Zacharie ne sont pas revenus. Ils ont appelé quelquefois pour poser des questions vides comme « Comment va-t-elle ?» mais aucun d'eux n'est venu. Je savais qu'ils attendaient. Attendaient qu'elle meure pour la maison à 2 millions d'euros, pour l'argent. C'étaient mes oncles et ma tante, mais ils étaient plus étrangers que des étrangers. Et moi, j'attendais juste un miracle, aussi mince soit-il. Chaque nuit, j'ouvrais le carnet, relisant R5 Alpha 9Z. J'essayais de me souvenir des moments où elle parlait de son travail, de ses croquis, du vieil ordinateur dans son bureau. Essayait-elle de me dire quelque chose ? Savait-elle que son temps était compté et que c'était sa façon de me transmettre une dernière chose ? Je n'avais pas de réponse, mais je savais que je ne pouvais pas abandonner. Pas pour moi, mais pour elle. La grand-mère qui m'avait donné une famille, un but et une raison de vivre. Les jours qui suivirent furent comme un fil fragile tendu entre l'espoir et le désespoir. Je vivais dans une boucle sans fin, garde de nuit à l'hôpital, heure au chevet de ma grand-mère et nuit blanche à fixer la séquence cryptique dans mon carnet. Je cherchais un sens, passant au crible chaque souvenir d'elle. Des après-midi où elle m'apprenait à réparer des radios au moment où elle parlait de son rêve de sauver des vies. Mais le code R5 Alpha 9Z restait une énigme. Et chaque jour, je la sentais s'éloigner un peu plus, comme un bateau perdu dans le brouillard. Le docteur Marchand venait la voir tous les jours, mais son expression s'alourdissait à chaque visite. « René, son état ne s'améliore pas, dit-il à voix basse. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Vous devriez vous préparer. » J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je hurlais. Me préparer ? Comment pouvais-je me préparer à perdre la grand-mère qui m'avait sorti des ténèbres quand mes parents étaient morts ? Comment pouvais-je la laisser partir alors qu'elle était encore là, ne serait-ce que par un faible souffle ? Puis, une nuit, alors que j'étais assise à son chevet, lui tenant la main et lisant un vieux livre technique, j'ai remarqué que sa respiration ralentissait. Les bips du moniteur cardiaque s'espaçaient, devenant plus sporadiques. Je me suis levée d'un bond, le cœur battant à tout rompre. « Mamie, ne pars pas !» ai-je appelé, la voix brisée. Les infirmières se sont précipitées, suivies par le docteur Marchand, mais je suis restée là, impuissante, à les regarder essayer de la réanimer. Le bourdonnement des machines, les appels urgents, tout s'est fondu en un cauchemar. Puis le moniteur est devenu silencieux. Une longue ligne plate est apparue sur l'écran. Le docteur Marchand s'est tourné vers moi, les yeux pleins de regret. « René, elle est partie. »
Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, seulement que le monde autour de moi semblait s'effondrer. Je me suis agenouillée près du lit, serrant sa main, maintenant froide et immobile. « Mamie !» ai-je murmuré, des larmes tombant sur le dos de sa main. « Je suis désolée. J'ai fait de mon mieux. » Personne dans la pièce ne parlait. Les infirmières sont parties en silence, me laissant avec une douleur qui me déchirait la poitrine. Thérèse W. Martel, la femme qui m'avait donné un foyer, un but, était partie pour toujours. Et j'étais la seule là, la petite fille qu'elle aimait, tandis que ses enfants, mes oncles et ma tante, étaient introuvables. J'ai organisé discrètement ses funérailles. J'ai appelé David, Linda et Zacharie pour leur annoncer la nouvelle, ma voix ferme malgré mon cœur brisé. « Mamie est partie », ai-je dit. David a répondu sèchement. « Je vois. Quand ont lieu les obsèques ?» Linda a soupiré au téléphone. « Je vais essayer de m'arranger. » Zacharie a immédiatement demandé. « Il y a un testament ?» J'ai raccroché, ne voulant pas en entendre plus. Ils n'ont pas demandé comment elle était décédée, ni comment j'étais restée à ses côtés. Ils ne se souciaient que de ce qu'elle laissait derrière elle, la maison, l'argent, les biens. Je me demandais comment il pouvait se dire ses enfants alors qu'il n'était pas là dans ces derniers moments. Je suis retournée dans sa maison en bois, encore imprégnée de l'odeur du café et du vieux bois, l'endroit qui avait été mon sanctuaire. J'ai emballé ses affaires une par une, comme pour essayer de retenir des souvenirs qui s'estompaient. Le fauteuil qu'elle aimait, le livre technique à moitié lu, le vieil ordinateur de bureau poussiéreux dans son bureau. Tout me nouait la gorge. Je me suis assise devant l'ordinateur, fixant son écran noir, quand R5 Alpha 9Z m'a traversé l'esprit. J'ai ouvert mon carnet, regardé le code griffonné, et une pensée a jailli. Serait-ce la clé? Essayait-elle de me dire quelque chose? Avec une lueur d'espoir, j'ai allumé l'ordinateur. L'écran demandait un mot de passe. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tapé R5 Alpha 9Z. 1 seconde, 2 secondes, puis l'écran s'est illuminé. J'ai presque arrêté de respirer. L'ordinateur s'est déverrouillé, révélant un dossier nommé « Si tu lis ceci ». Mon cœur s'est emballé. J'ai cliqué, et une cascade de fichiers est apparue, des dessins techniques détaillés, des schémas de circuit, des documents sur un appareil médical pour les personnes âgées, un capteur de détection de chute avec des capacités d'intervention précoce. J'ai fait défiler, les yeux brouillés de larmes. C'était son rêve, celui dont elle disait qu'il sauverait des milliers de vies. Au bas du dossier se trouvait un court fichier audio. J'ai cliqué, et sa voix s'est fait entendre, faible mais claire. « René, si tu entends ça, c'est que tu n'as pas abandonné. Finis-le pour moi, pour ton père, et pour ceux qui en ont besoin. » Je suis restée assise là, figée, les larmes coulant sur mon visage. Mamie savait. Elle savait que son temps était compté. Et elle m'avait choisi, moi, sa petite fille, pour me confier son rêve. Pas David, pas Linda, pas Zacharie, mais moi. Celle qui était restée quand tous les autres s'étaient détournés. J'ai agrippé la souris. Mon cœur était inondé d'un mélange d'émotions, le chagrin de l'avoir perdue, mais aussi une détermination féroce de ne pas la décevoir. Les funérailles ont eu lieu un jour de bruine dans les Vosges, dans une petite église nichée au milieu des sapins luxuriants. Je me tenais devant le cercueil de mamie, vêtue d'un tailleur d'emprunt, fixant les fleurs blanches drapées sur le couvercle en bois. L'odeur d'encens se mêlait à l'air humide, créant une atmosphère pesante, comme si le poids du monde reposait sur mes épaules. Je voulais pleurer, hurler, mais je suis restée là, silencieuse, serrant la clé USB contenant les données de son ordinateur, la seule chose tangible qu'il me restait d'elle en dehors des souvenirs brûlants dans mon cœur. David, Linda et Zacharie sont finalement apparus. Ils sont arrivés en retard, entrant dans l'église dans leur tenue coûteuse, comme s'ils assistaient à un événement social plutôt qu'à un adieu à leur mère. David, dans un costume noir onéreux, s'essuyait les yeux avec un mouchoir en soie, mais son regard était froid, dépourvu de chagrin. Linda, dans une robe noire moulante, sanglotait de façon théâtrale. Pourtant, j'ai remarqué qu'elle avait regardé sa montre 3 fois en 10 minutes. Zacharie, comme d'habitude, était débraillé, debout dans un coin de l'église, consultant furtivement son téléphone. Il jouait le rôle des endeuillés, mais je voyais clair dans leur jeu, leurs larmes n'étaient pas réelles. Ils n'étaient pas là quand elle avait besoin d'eux. Ils ne lui avaient pas tenu la main dans ces derniers jours. Ils n'avaient pas entendu les derniers mots qu'elle avait murmurés. Ils ne méritaient pas de l'appeler leur mère. J'ai prononcé l'éloge funèbre d'une voix tremblante. Thérèse W. Martel était une grand-mère, une mère, un mentor.
Elle m'a enseigné la persévérance, l'amour et l'importance de ne jamais abandonner un rêve. Elle a été la lumière dans mes jours les plus sombres, et je lui en serai éternellement reconnaissante. J'ai regardé la foule clairsemée, quelques voisins, d'anciens collègues de mamie, et ses 3 enfants, mes oncles et ma tante. David se tenait les bras croisés, l'expression vide. Linda baissait la tête, mais je savais qu'elle comptait les secondes jusqu'à la fin de la cérémonie. Zacharie a esquissé un sourire narquois, comme pour se moquer de mes mots. J'ai serré les poings, réprimant ma colère. Il ne la comprenait pas et ne la comprendrait jamais. Après le service, tout le monde s'est déplacé dans une petite salle adjacente où l'avocat de mamie, Maître Dubois, attendait pour régler la succession. Je me suis assise dans un coin, la clé USB dans ma poche pesant lourdement, me rappelant ma promesse. David, Linda et Zacharie étaient au premier rang, les yeux brillants alors que Maître Dubois ouvrait le dossier. Conformément à la loi, puisque Thérèse W. Martel n'a pas laissé de testament authentique, a déclaré Maître Dubois d'une voix égale, sa succession, y compris la maison évaluée à 2 millions d'euros, sera divisée à parts égales entre ses 3 enfants. David Martel, Linda Martel et Zacharie Martel. David a souri, un sourire triomphant. Linda a hoché la tête, les lèvres pincées comme pour cacher sa joie. Zacharie n'a pas pu se contenir, s'exclamant « Génial !» Je le savais. 2 millions divisés par 3, de quoi prendre un nouveau départ. Ils se sont serrés la main, discutant avec enthousiasme comme s'ils venaient de conclure une affaire lucrative. J'étais assise là, en silence, me sentant comme une étrangère dans ma propre famille. Ils étaient mes oncles et ma tante, porteurs du sang Martel. Mais ils étaient plus distants que les patients dont je m'occupais à l'hôpital. David s'est tourné vers moi, la voix dégoulinant de sarcasme. « René, tu as essayé de sauver la vieille, mais tu aurais peut-être dû économiser ton argent. Combien as-tu dépensé en frais d'hôpital ? 20 000 30 000 euros ? Maintenant, tu n'as rien. » Linda a gloussé, et Zacharie m'a tapoté l'épaule comme pour me consoler, mais ses yeux étaient pleins de moquerie. « Ne sois pas triste, gamine. Tu es jeune. Travaille quelques années et tu t'en remettras. » Je n'ai pas répondu. Je les ai simplement regardés, ces gens qui appelaient ma grand-mère leur mère mais qui n'avaient jamais été à ses côtés, qui n'avaient jamais compris ses rêves. La clé USB dans ma main semblait me brûler, me rappelant que j'avais quelque chose qu'il n'aurait jamais, sa passion et sa confiance. J'ai quitté l'église, marchant sous la pluie. Les gouttes froides ont trempé mon tailleur, mais je ne me sentais pas seule. Je la sentais encore là, dans mon cœur, dans la voix de l'enregistrement. « René, finis-le. » Je savais que je n'avais pas besoin de la maison, ni de l'argent. J'avais quelque chose de bien plus précieux, son véritable héritage. Quelque chose que David, Linda et Zacharie ne comprendraient jamais. La pluie tombait de plus en plus fort, comme pour laver l'amertume de mon cœur. J'ai agrippé la clé USB dans ma poche, sentant ses bords comme un rappel que je portais le rêve de ma grand-mère. La grand-mère qui m'avait donné une famille, un but. Je n'avais pas grand-chose, un petit appartement, un modeste salaire d'infirmière et une dette d'hôpital persistante. Mais j'avais sa confiance, et j'étais déterminée à transformer les plans de cette clé USB en réalité, quel qu'en soit le coût. Dans les jours qui ont suivi les funérailles, je me suis lancée dans une aventure que je n'aurais jamais cru pouvoir gérer. Je n'étais pas ingénieure comme mamie, juste une infirmière de 27 ans plus habituée à soigner des patients qu'à lire des schémas techniques. Mais chaque fois que j'ouvrais la clé USB et voyais ses diagrammes de circuits et ses notes détaillées, j'entendais sa voix. « Sois patiente, et tout se mettra en place. » Je passais des heures chaque soir après mes gardes, assise sous la faible lumière de mon appartement, à étudier chaque ligne qu'elle avait laissée. Des termes comme « rythme biométrique »,« intervention précoce » et « capteur multipoint » me submergeaient. Mais je n'ai pas abandonné. Je ne pouvais pas la laisser tomber. J'ai contacté Tom, un ami ingénieur de l'université, et je lui ai envoyé le contenu de la clé USB. Quelques jours plus tard, il m'a rappelé, la voix débordante d'enthousiasme. « René, tu te rends compte de ce que tu as entre les mains ? C'est le système de détection de chute le plus avancé que j'ai jamais vu. S'il est achevé, il pourrait sauver des milliers de personnes âgées vivant seules. Ta grand-mère était un génie. » J'ai souri au téléphone, les larmes aux yeux. « Je sais, » ai-je dit, la voix brisée. « Et je veux le concrétiser pour elle. » Tom m'a mise en contact avec l'Institut de technologie de Strasbourg, où la professeure Marguerite Le Goff, une experte en technologie médicale, a accepté de me rencontrer. Je suis arrivée à l'Institut par un matin froid, portant la clé USB,
le carnet de mamie et un cœur plein de détermination. La professeure Le Goff, une femme plus âgée aux yeux vifs, s'est assise en face de moi dans son bureau rempli de livres, entourée de maquettes d'appareils. Mes mains tremblaient en lui tendant les fichiers. Elle a parcouru les plans, lu ses notes et a levé les yeux, son regard brillant. René, c'est un chef-d'œuvre. Un système d'intervention précoce basé sur les rythmes biométriques. Personne n'a fait ça à ce niveau. Qui était votre grand-mère? Je lui ai parlé de Thérèse W. Martel, des après-midi où elle m'apprenait à réparer des radios, de son rêve d'aider les personnes âgées à vivre plus en sécurité. J'ai partagé ces derniers jours, le cryptique R5 Alpha 9Z, et comment elle m'avait choisi, moi, sa petite fille, pour poursuivre son travail. La professeure Le Goff a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai eu fini, elle a souri. Vous n'apportez pas seulement un projet, mais une histoire. Je vais vous aider. Elle m'a présenté à un fonds de capital risque spécialisé dans les produits médicaux, mais ils exigeaient une présentation détaillée et un prototype fonctionnel. Je ne savais pas par où commencer. Je n'avais pas d'argent, pas d'équipe, juste les plans et une promesse faite à mamie. Mais la professeure Le Goff ne m'a pas abandonnée. Elle m'a mise en relation avec un groupe d'étudiants en ingénierie de l'Institut, désireux de rejoindre le projet. Nous allons vous aider à construire le prototype, a dit une étudiante nommée Anna. Mais vous devez nous dire exactement ce que vous voulez. C'est l'héritage de votre grand-mère, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, sentant un poids s'alléger. Nous avons travaillé jour et nuit dans le laboratoire de l'Institut. J'ai appris à lire des schémas de circuits, à souder des fils et à tester des capteurs. Chaque petite étape était une victoire, mais aussi un rappel de mamie, de la façon dont elle travaillait patiemment sur de minuscules vis dans son atelier. Certaines nuits, je m'effondrais d'épuisement, m'endormant sur la table du laboratoire. Mais sa voix de l'enregistrement me poussait à continuer. René, finis-le. Je ne faisais pas ça pour l'argent ou la gloire. Je le faisais pour elle, pour mon père, Émile Martel, son fils cadet, et pour les personnes âgées seules qu'elle voulait protéger. Après 3 mois épuisants, nous avons achevé le premier prototype, un appareil compact porté au poignet qui pouvait détecter les risques de chute en fonction des rythmes biométriques et envoyer un signal d'urgence en quelques secondes. Quand je l'ai allumé et que j'ai vu le voyant s'illuminer pour la première fois, j'ai fondu en larmes. « Mamie, j'ai réussi !» ai-je murmuré, comme si elle était là, souriante. La professeure Le Goff m'a tapoté l'épaule. « Ce n'est que le début, René. Maintenant, tu dois le présenter au monde. » J'ai travaillé avec le fonds de capital risque pour préparer une présentation. C'étaient des gens en costume qui parlaient de profit et de marché, mais je n'ai parlé que de mamie, de son rêve, des vies qu'elle voulait sauver. Je n'étais pas sûre de les convaincre, mais à la fin de la réunion, une investisseuse, Claire, m'a pris la main. « Vous avez le cœur de votre grand-mère », a-t-elle dit. « Nous financerons les essais. » J'ai hoché la tête, les larmes coulant. Je me rapprochais de la réalisation de ma promesse. Avec le soutien de la professeure Le Goff et du fonds, j'ai déposé un brevet répertoriant les co-inventrices comme Thérèse W. Martel et René Cartier. Je voulais que son nom soit à jamais lié à cette invention, tout comme elle avait été liée à moi pendant toutes mes années de jeunesse. Debout dans le laboratoire de l'Institut de technologie de Strasbourg, regardant le prototype de détection de chute s'allumer pour la première fois, j'ai senti que mamie était là, me souriant. Je ne faisais pas ça pour l'argent ou la gloire. Je le faisais pour elle, la grand-mère qui m'avait donné une famille, un but, et pour les personnes âgées seules qu'elle voulait protéger. Mais je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Au moment même où la première lueur du succès vacillait, l'ombre de la cupidité allait planer, ramenant mes oncles et ma tante dans ma vie. La nouvelle de l'invention s'est répandue plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Un journal local, Les Chroniques Vosgiennes, a publié un court article intitulé « Une jeune infirmière achève un appareil salvateur à partir des plans inédits d'une ingénieure décédée ». L'article relatait mon parcours, celui de Thérèse W. Martel, et le capteur de détection de chute désormais testé dans une maison de retraite. Je n'avais pas cherché l'attention, mais après la publication de l'article, j'ai reçu des dizaines d'appels d'investisseurs, d'ingénieurs et d'inconnus désireux d'en savoir plus sur l'appareil. La professeure Le Goff a souri en me regardant gérer maladroitement les appels. « René, vous avez lancé quelque chose de grand, » a-t-elle dit. « Préparez-vous. Ce ne sera pas facile. » Elle avait raison. Quelques jours plus tard, David, Linda et Zachary se sont présentés sans prévenir à la porte de mon petit appartement. Je venais de rentrer du travail, encore en blouse, épuisée par une longue garde. La sonnette a retenti,
Et quand j'ai ouvert, ils étaient tous les trois là, les yeux froids et prédateurs, comme des loups encerclant leur proie. David, dans son costume impeccable, a parlé le premier, sa voix suintant l'autorité. « René, nous devons parler. Maintenant. » Je les ai fait entrer, bien qu'un malaise me tordait l'estomac. Mon minuscule appartement semblait soudainement claustrophobe en leur présence. David s'est assis sur une chaise, les bras croisés, me fixant comme si j'étais au tribunal. Linda se tenait près de la fenêtre, un sourire forcé aux lèvres, tandis que Zacharie faisait les 100 pas, les yeux méfiants. « Nous avons lu l'article, » a dit David. « Qu'est-ce que tu fais avec le travail de notre mère? Une invention? Un appareil salvateur? C'est la propriété de la famille, René. Tu n'as aucun droit de le garder pour toi. » Je les ai regardés, me sentant face à des inconnus. « Ce n'est pas une propriété, » ai-je répondu, luttant pour garder une voix stable. « C'est le rêve de mamie. Elle me l'a confié à moi, pas à vous. » Zacharie a ricané, s'approchant. « Tu te crois plus maligne que nous, gamine. Tu te carapates avec son travail, tu déposes un brevet, et maintenant tu veux tout garder. Nous sommes ses enfants. Nous avons des droits. » Linda a renchéri, sa voix mielleuse mais calculatrice. « René, si maman a laissé une invention, elle doit être partagée équitablement. Nous sommes une famille, non? » Je les regardais, le cœur lourd. Famille. Ils invoquaient la famille alors qu'aucun d'eux n'était là dans ces derniers jours. Quand je me démenais pour payer les factures d'hôpital, que je lui tenais la main en soins intensifs et que je l'entendais murmurer R5 Alpha 9Z. Il n'était pas là. J'ai serré les poings, sentant la clé USB dans ma poche. « Mamie m'a choisi », ai-je dit, la voix tremblante mais résolue. Elle m'a donné le mot de passe, pas à vous. Vous n'étiez pas là quand elle avait besoin de vous. Vous n'avez pas signé les formulaires de l'hôpital. Vous vous fichiez de savoir combien de temps elle vivrait. Vous n'avez aucun droit d'exiger quoi que ce soit. David s'est levé d'un bond, les yeux flamboyants. Comment oses-tu nous parler comme ça? Pour qui te prends-tu, René? Une infirmière fauchée qui essaie de voler l'intelligence de ma mère? On va te poursuivre en justice, et tu perdras tout. La tension était palpable. Zacharie s'est avancé, pointant un doigt vers moi. Donne-nous la clé USB ou tu le regretteras. Je suis resté sur mes positions, impassible. Poursuivez-moi si vous voulez, ai-je dit. Mais je ne vous donnerai rien. C'est l'héritage de mamie, et je le protégerai. Ils sont partis en trombe, laissant des menaces en suspens dans l'air. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre le mur, le cœur battant à tout rompre. Je savais que ce combat était loin d'être terminé. Ils n'abandonneraient pas, et je devais être plus forte que jamais. J'ai immédiatement contacté Maître Joly, un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Je lui ai parlé de la confrontation, de l'article et de l'intention de mes oncles et tantes de me poursuivre. Maître Joly a écouté attentivement, puis a dit « René, l'enregistrement de votre grand-mère est une preuve solide de son intention. Elle vous a confié l'invention, et vous avez déposé le brevet légalement, mais votre famille pourrait vous poursuivre en justice, affirmant que l'invention fait partie de la succession de Thérèse. Vous devez vous préparer. » Les jours suivants ont été consacrés à renforcer ma position. Avec l'aide de la professeure Le Goff, j'ai compilé la documentation juridique, fournissant chaque pièce à conviction, l'enregistrement, le carnet de mamie, les croquis et les journaux de recherche de l'équipe de l'Institut. J'ai également informé le fonds de capital risque de la situation. Claire, l'investisseuse principale, m'a rassuré. « René, nous croyons en vous et en ce projet. Ne laissez pas votre famille vous distraire. Concentrez-vous sur la mise sur le marché de l'appareil. » Pendant ce temps, David a agi rapidement. Il a engagé un avocat renommé de Strasbourg, Maître Valois, spécialisé dans les litiges successoraux. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre du cabinet de Valois exigeant que je remette toutes les données de l'invention et que je partage les droits de propriété intellectuelle avec les 3 enfants de Thérèse. La lettre déclarait « Thérèse W. Martel n'a laissé aucun testament désignant René Cartier comme propriétaire de l'invention. Par conséquent, la propriété intellectuelle appartient aux héritiers légaux, David Martel, Linda Martel et Zacharie Martel. » En lisant cela, j'ai senti un coup de poignard dans le cœur. Il ne voulait pas seulement l'invention, il voulait effacer ma marque et celle de mamie sur ce rêve. J'ai rencontré Maître Joly à son cabinet, apportant la clé USB et tous les documents. « René, ce sera un combat difficile, a-t-il dit. Mais vous avez l'avantage, l'intention claire de Thérèse.
L'enregistrement est la clé. Nous prouverons qu'elle vous a choisi, vous, et non eux. J'ai hoché la tête, bien que l'anxiété me rongeait. Je n'avais pas peur de perdre l'invention. J'avais peur de décevoir mamie, de rompre la promesse que je m'étais faite. En attendant le procès, j'ai continué à travailler avec l'équipe de recherche pour affiner l'appareil. Les tests à la maison de retraite ont dépassé les attentes. Le premier mois, le capteur a évité 3 accidents graves. Un homme âgé, Monsieur Durand, m'a saisi la main après avoir été sauvé, les yeux embués de larmes. « Vous ne savez pas ce que cela signifie », a-t-il dit. Je vis seul, et je pensais que personne ne se souciait de moi. J'ai souri, pensant à mamie. Quelqu'un s'en souciait, monsieur, ai-je dit, et c'est elle qui a créé cet appareil. Chaque petit succès me rappelait que j'étais sur la bonne voie. Mais la pression de ma famille grandissait. David a répandu des rumeurs, racontant à ses amis et connaissances que j'avais volé l'intelligence de mamie. Linda a appelé les investisseurs, essayant de les convaincre que je n'étais pas digne de confiance. Zacharie m'a attaqué publiquement sur les réseaux sociaux, me traitant de voleuse d'héritage familial. Lire leurs mots était comme un couteau qui se tordait dans ma poitrine. C'étaient mes oncles et ma tante, porteurs du sang Martel. Pourtant ils étaient prêts à me détruire pour quelque chose que je ne méritais pas. Je n'ai pas riposté. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la Fondation Martel, une organisation à but non lucratif que j'ai fondée pour poursuivre la mission de mamie. Je voulais que cet appareil atteigne ceux qui en avaient le plus besoin, non pas pour le profit, mais pour sa vision. J'ai travaillé avec des ingénieurs pour améliorer l'appareil, réduire les coûts de production et assurer une large distribution. La professeure Le Goff est devenue ma conseillère principale, me mettant en relation avec des organisations de santé et des maisons de retraite à travers les Vosges. Le procès a eu lieu par un matin d'hiver glacial. Je suis entré dans la salle d'audience dans mon tailleur d'emprunt, face à David, Linda et Zacharie, qui étaient assis en face avec leur avocat hors de prix. Maître Valois a soutenu que l'invention était la propriété de Thérèse et que, sans testament clair, elle appartenait à ses 3 enfants. Il m'a qualifié d'infirmière sans qualification qui avait exploité la confiance de Thérèse pour s'emparer de la propriété intellectuelle. Maître Joly s'est levé, sa voix calme mais tranchante. Il a présenté l'enregistrement de mamie, lui confiant clairement l'invention. Il a soumis le carnet, les emails avec la professeure Le Goff et les résultats des tests en maison de retraite. Renée Cartier n'est pas seulement la petite-fille de Thérèse W. Martel, a déclaré Maître Joly. Elle a été la seule à ses côtés dans ces derniers jours. La seule en qui Thérèse avait confiance pour réaliser son rêve. Cette invention n'est pas une propriété. C'est un héritage. Et Thérèse a choisi Renée pour en hériter. J'ai jeté un coup d'œil au banc où étaient assis David, Linda et Zacharie. Le visage de David était rouge, les bras croisés. Linda baissait la tête, mais ses lèvres étaient pincées. Zacharie me foudroyait du regard, les yeux pleins de ressentiment. Je n'ai pas détourné le regard. Je les ai fixés et j'ai dit clairement, « Mamie m'a laissé ça parce que je suis restée. Aucun de vous n'a demandé combien de temps il lui restait. Vous ne méritez pas son héritage. » Le juge a rendu son verdict après 3 jours. Il a statué que l'enregistrement était une preuve claire de l'intention de Thérèse et que le brevet m'appartenait en tant que co-inventrice avec Thérèse. David, Linda et Zacharie n'avaient aucun droit sur la propriété intellectuelle. Au moment du verdict, j'ai entendu Linda sangloter, mais je savais que ce n'était pas des larmes de regret. Elles étaient venues trop tard, et maintenant elles n'avaient plus rien. J'ai quitté le tribunal en sentant un poids s'enlever, mais je savais que le voyage n'était pas terminé. La Fondation Martel grandissait, et l'appareil de mamie sauvait plus de vies chaque jour. Je continuerai sa mission, non seulement pour elle, mais pour les personnes âgées seules qu'elle avait toujours voulu protéger. David, Linda et Zacharie pouvaient garder la maison, mais j'avais quelque chose de bien plus précieux, son véritable héritage et la certitude que j'avais bien agi. Je suis Renée Cartier, la petite-fille de Thérèse W. Martel, et je prouverai que la famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce sont ceux qui restent, se battent et se sacrifient pour ce qui est juste. Après la victoire juridique, j'ai mis tout mon cœur dans la Fondation Martel, travaillant avec la professeure Le Goff, l'équipe d'ingénieurs et le fonds de capital risque pour étendre les essais du capteur de détection de chute. Le premier mois, l'appareil a sauvé 3 personnes dans une maison de retraite près de Strasbourg. Un mois plus tard, ce chiffre est passé à 15. Les histoires ont commencé à se répandre. Une femme âgée sauvée d'une chute dans sa salle de bain, un homme âgé transporté à l'hôpital à temps grâce au signal d'urgence de l'appareil.
Chaque histoire me donnait l'impression de voir mamie sourire, ses yeux pétillants alors qu'elle parlait de son rêve de sauver des vies dans son petit atelier. Je continuais à travailler à l'hôpital, mais maintenant chaque garde était une occasion de réfléchir à l'amélioration de l'appareil. J'observais les patients âgés, écoutais leurs histoires et notais de nouvelles idées. Si le capteur pouvait aussi détecter une tension artérielle anormale, ai-je dit à Anna, l'étudiante en ingénierie de notre équipe, nous pourrions sauver encore plus de vies. Anna a hoché la tête, ses yeux s'illuminant. Un après-midi, j'ai reçu une lettre de la maison de retraite où l'appareil était testé. Il m'invitait à une réunion avec les patients et les familles qui avaient bénéficié du capteur. Je suis arrivée encore en blouse d'infirmière, me sentant mal à l'aise devant une foule. Une femme âgée, Evelyne, m'a pris la main, les yeux pleins de larmes. « Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi », a-t-elle dit. Je vis seule, et j'avais toujours peur de tomber sans que personne ne le sache. Maintenant, je n'ai plus peur. Je l'ai serré dans mes bras, les larmes coulant sur mon visage. Ce n'est pas mon travail, ai-je murmuré. C'est celui de ma grand-mère, Thérèse W. Martel. L'événement a fait la une des journaux locaux. Cette fois, non seulement les Chroniques vosgiennes, mais aussi une chaîne de télévision de Strasbourg est venue m'interviewer. Je n'étais pas habituée aux lumières des caméras ni au micro devant mon visage, mais j'ai essayé de parler de mamie, de l'ingénieur qui a passé sa vie à rêver, la grand-mère qui m'a donné une famille quand j'avais tout perdu. Cet appareil n'est pas le mien, ai-je dit à la caméra. C'est l'héritage de ma grand-mère, et je ne fais que poursuivre son travail. Lorsque l'interview a été diffusée, la Fondation Martel a reçu des centaines d'appels de maisons de retraite, d'hôpitaux et même d'organisations internationales souhaitant s'associer pour distribuer l'appareil. Le rêve de mamie se propageait plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé. Un jour, j'ai appris que David, Linda et Zachary avaient décidé de vendre la maison en bois de mamie. Ils se sont partagés le produit de la vente, empochant chacun près de 700 000 € sans jamais me consulter. Je n'étais pas surprise, mais mon cœur s'est quand même serré. Cette maison n'était pas juste une propriété. C'est là que j'ai grandi, où mamie m'a appris à réparer des radios, où j'ai senti son amour. Je pensais qu'elle était perdue pour toujours jusqu'à ce que je tombe sur une annonce d'un agent immobilier. L'acheteur de la maison de mamie s'était désisté à la dernière minute, et mes oncles et ma tante la proposaient désormais en dessous du prix du marché. Je savais que c'était ma chance de récupérer la maison remplie de souvenirs de mamie et moi. Je n'avais pas beaucoup d'argent, alors j'ai fait appel à Maître Joly pour m'aider à obtenir un prêt bancaire. Finalement, j'ai acheté la maison, non pas pour la posséder, mais pour préserver la mémoire de mamie. Quand j'y suis entrée en tant que propriétaire pour la première fois, j'ai fondu en larmes. L'odeur du vieux bois, la faible trace de café, tout était encore là, comme si elle n'était jamais partie. J'ai décidé de vivre dans sa maison, non pas pour me vanter, mais pour la sentir plus proche de moi chaque jour. J'ai emménagé, gardant tout comme elle l'avait laissé, le vieux fauteuil, la bibliothèque pleine de manuels techniques, le petit atelier au fond du jardin. Je passais mes soirées dans l'atelier, travaillant sur de nouveaux plans, affinant l'appareil. Je ne vivais pas dans le luxe. Je n'en avais pas besoin. J'avais juste besoin de cette maison où je sentais mamie à mes côtés, guidant chacun de mes pas. La Fondation Martel est devenue plus forte. Avec le soutien du fonds de capital risque, nous avons augmenté la production, réduisant les coûts pour que l'appareil puisse atteindre les personnes à faible revenu. J'ai travaillé avec des ingénieurs pour ajouter des fonctionnalités comme des alertes d'AVC et la surveillance du rythme cardiaque. Chaque rapport de vie sauvée faisait écho à la voix de mamie. « René, finis-le !» Je ne faisais pas ça pour la gloire, mais pour des gens comme Evelyne et Monsieur Durand, les personnes âgées seules que mamie voulait protéger. J'ai commencé à animer des ateliers dans les maisons de retraite, partageant l'histoire de mamie et la mission de la Fondation Martel. Je n'étais pas une grande oratrice, mais je parlais avec le cœur. Ma grand-mère croyait que personne ne devrait vivre dans la peur. J'ai dit aux personnes âgées et à leurs familles qu'elles voulaient que tout le monde ait la chance de vivre en sécurité, même s'ils étaient seuls. Ces mots n'étaient pas seulement les miens, c'étaient les siens, transmis par moi, sa petite fille portant le sang Martel. Un jour, j'ai reçu une lettre d'une organisation internationale de soins aux personnes âgées. Ils voulaient inclure notre appareil dans un programme mondial le distribuant dans les pays en développement. J'étais assise dans l'atelier de mamie, lisant la lettre, et j'ai éclaté en sanglots. « Mamie, j'ai réussi », ai-je murmuré. « Ton rêve atteint le monde entier. » Je la sentais là, dans la maison en bois, dans chaque plan, dans chaque appareil expédié. Depuis le procès, David, Linda et Zachary ne m'avaient pas contacté.
J'ai entendu dire qu'ils avaient utilisé l'argent de la maison pour leurs propres entreprises. David a développé son activité immobilière. Linda a acheté un appartement de luxe à Paris, et Zachary, comme d'habitude, a dilapidé sa part et s'est retrouvé endetté. Ils n'ont pas posé de questions sur la fondation Martel, ne se sont pas souciés des vies sauvées et n'ont pas mentionné mamie. Pour eux, elle n'était qu'une source de richesse. Et quand cette source s'est tarie, ils se sont détournés. Je ne ressentais plus de colère envers eux, je ne ressentais que de la pitié. Pitié qu'ils aient manqué la chance de comprendre mamie, de saisir sa vraie valeur. Ils pouvaient avoir la maison, l'argent, mais ils n'avaient pas son héritage, que moi, sa petite fille, j'avais l'honneur de perpétuer. Je pensais à mon père, Émile Martel, son fils cadet, et je me demandais s'il serait fier de moi. J'espérais que oui, tout comme je savais que mamie l'était. Un après-midi de printemps, j'ai organisé une petite cérémonie dans la maison en bois pour marquer le premier anniversaire du décès de mamie. J'ai invité Clara, sa voisine, la professeure Le Goff, Tom et quelques personnes de la maison de retraite. Nous nous sommes tenus dans le jardin sous les sapins qu'elle aimait, et j'ai placé une petite plaque devant la maison. Maison de Thérèse W. Martel, où le rêve de sauver des vies a commencé. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai seulement remercié tout le monde de m'avoir aidé à concrétiser son héritage. Mais en regardant la plaque, je l'ai senti là, me souriant. J'ai continué à vivre simplement, travaillant à l'hôpital, dirigeant la fondation Martel et améliorant l'appareil. Je n'avais pas besoin de gloire ni de reconnaissance, j'avais juste besoin de savoir que j'agissais bien envers mamie, envers mon père et envers moi-même. Chaque jour, j'entrais dans son atelier, j'allumais l'ordinateur et je travaillais comme elle l'avait fait. Je la sentais à mes côtés, non pas comme un souvenir, mais comme une flamme brûlant à jamais en moi. Assise dans le petit atelier de ma grand-mère sous la faible lueur d'une lampe, je réfléchis souvent à mon parcours. D'une orpheline qui avait perdu ses parents dans un accident de voiture, j'ai trouvé une famille en ma grand-mère, Thérèse W. Martel, qui non seulement m'a élevée mais m'a appris à vivre. J'étais autrefois considérée comme une simple infirmière, une jeune femme sans rien d'autre que sa passion. Mais maintenant, je suis l'héritière de l'héritage de ma grand-mère. Pas la maison à 2 millions d'euros, pas la richesse tangible, mais son rêve, sa confiance et sa philosophie de vie. J'ai appris que la vraie valeur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous laissons au monde. Mamie a laissé derrière elle le capteur Martel, la fondation Martel, et plus important encore, une leçon. La famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui restent quand tous les autres se détournent. Je pense à David, Linda et Zachary, les enfants biologiques de ma grand-mère, mes oncles et ma tante. Ils étaient de la famille par le sang, mais ils ont choisi de l'abandonner, choisissant l'argent plutôt que le lien. Moi, sa petite fille, avec rien d'autre que de l'amour pour elle, j'ai choisi de rester. J'ai signé les formulaires de prise en charge de l'hôpital, je lui ai tenu la main dans ses derniers moments et je me suis battue pour protéger son héritage. La famille, je le réalise, ne vient pas automatiquement du sang. Elle se prouve par des actions, par le sacrifice, par les moments où nous choisissons de défendre ce qui est juste, même quand le monde nous tourne le dos. Je veux partager ce message avec tout le monde, en particulier les jeunes comme moi qui se sont sentis perdus dans leur propre famille. N'ayez pas peur de faire ce qui est juste, même si personne ne le reconnaît. N'ayez pas peur de vous battre pour ce en quoi vous croyez, même si cela signifie affronter vos proches. La gentillesse n'est jamais vaine. Parfois, c'est la plus grande des récompenses. J'ai trouvé ma récompense. Pas l'argent, pas la gloire, mais la certitude d'avoir rendu ma grand-mère fière. D'avoir porté son rêve au monde. La Fondation Martel est maintenant une organisation internationale avec des branches dans 5 pays et des milliers d'appareils distribués chaque mois. Je la dirige toujours depuis la maison en bois de mamie, où je me sens le plus proche d'elle. Je travaille avec des ingénieurs pour développer de nouveaux appareils, non seulement des capteurs de détection de chute, mais des systèmes de surveillance de la santé à distance, des outils de connectivité d'urgence et des applications pour soutenir l'autonomie des personnes âgées. Chaque nouveau projet est un hommage à elle, une façon de maintenir sa flamme allumée pour toujours. Je travaille toujours comme infirmière malgré les exigences croissantes de la Fondation Martel. J'aime le sentiment de soigner les patients, de leur tenir la main, d'écouter leurs histoires. J'ai l'impression de continuer le travail de mamie à ma manière. Je vis simplement, sans avoir besoin d'extravagance. Chaque matin, je prépare du café, je m'assois dans la cuisine et je regarde le petit ruisseau. Je pense à mamie, à mon père et aux personnes que je n'ai jamais rencontrées, mais qui ont été sauvées par son appareil. Je pense à mon parcours,
D'une orpheline à l'héritière du legs d'une ingénieure de génie. Si vous lisez cette histoire, je veux que vous vous souveniez de choisir ce qui est juste, même si personne ne le reconnaît. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez, même si cela signifie affronter vos proches. La famille, ce n'est pas seulement ceux qui partagent votre sang. Ce sont ceux qui restent, qui vous tiennent la main quand vous êtes faible et qui vous font confiance quand le monde vous tourne le dos. La gentillesse, aussi petite soit-elle, a le pouvoir de changer le monde. J'ai appris cela de ma grand-mère, Thérèse W. Martel. Et j'espère que vous trouverez votre propre flamme pour éclairer le chemin qui s'ouvre à vous. Je suis Renée Cartier, la petite fille de Thérèse W. Martel, et voici mon histoire. Une histoire de filiation, de loyauté et d'un héritage qui vivra pour toujours.